Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Parallèlement, les années 60, c'est aussi la période des robes aux coupes carrées qui ne marquent ni la taille, ni la poitrine et qui arborent des motifs géométriques. Comme avec la mini-jupe, ce nouveau style met l'emphase sur les jambes qui deviennent le symbole de la féminité. A l'inverse, les seins et les hanches, attributs féminins liés à la maternité, sont effacés. La femme s'affranchit donc du rôle que la société lui a imposé pour explorer sa sexualité. Une décennie plus tard, le mot d'ordre a changé. Il ne s'agit plus d'audace, mais plutôt, carrément, d'insouciance. Les années 70, c'est la période hippie. Sous l'influence des États-Unis, l'Occident rentre dans un mouvement pacifique, on va dire pacifiste, qui touche toutes les sphères de la société, notamment la mode. Il s'agit de libérer le corps de ses contraintes, de le laisser s'exprimer et respirer. Tout devient une question de fluidité, de légèreté. L'enjeu est désormais de se délivrer de tous les codes et les carcans, j'en parlais tout à l'heure. Les femmes osent sortir les seins nus et portent des sous-pulls moulants sans pull au-dessous. À bas la décence. Et pourquoi ? Parce que pourquoi pas, tout simplement. Au début des années 70, vous avez le mouvement de libération des femmes, le MLF, qui tient son premier meeting à l'université de Vincennes. Les mini et maxi-jupes sont réintroduites, prenant le contre-pied des mini-jupes de la décennie précédente. On porte désormais des jupes bohèmes qui touchent le sol et des pantalons à pattes def. Ces pantalons, enfin à la mode chez les femmes, sont assortis avec d'autres pièces considérées comme masculines. On peut citer les blazers par exemple, ou avec des blouses fluides qui donnent un look totalement androgyne. On assiste alors à un nouveau modèle d'émancipation du corps féminin. Les vêtements sont confortables, fluides et surtout quelque peu affranchis des considérations de genre. La période est par ailleurs marquée par l'émergence du mouvement punk. Ça y est, ça commence, sous l'impulsion de la créatrice de mode Vivienne Westwood. Ce style, aux connotations contestataires, se traduit par des jeans déchirés, des t-shirts imprimés, de textes provocateurs ou d'artistes alternatifs. Indépendamment de la question féministe, la décennie des années 70 est une période de rébellion qui marque les vêtements et que les vêtements alimentent en retour. Finalement, ce qui saute aux yeux, ce sont les similitudes entre l'art et la mode qui partagent des enjeux avant-gardistes et culturels forts. Déjà au XVIIIe, la mode était complètement dépendante de la peinture et inversement. Est-ce qu'on peut alors aller jusqu'à dire aujourd'hui que la mode est un art ? Bonne question. Une réponse définitive et tranchée à cette question serait vraiment difficile, mais on peut tout de même évoquer les quelques créateurs qui ont clairement fait part de leur opinion sur le sujet. Pour certains, la mode est avant tout une institution commerciale. Elle est créative et inspirée, c'est vrai, mais reste en premier lieu une industrie. En 2022, l'Institut français de la mode donne son bilan annuel. Le marché de l'habillement comptabilise 26,2 milliards d'euros, un chiffre qui ne cesse d'augmenter d'année en année. La même année, la capitalisation boursière de la société LVMH, plus communément appelée Louis Vuitton, bien sûr, s'élève à 317 milliards de dollars. Certaines maisons de couture sont tellement grandes qu'elles possèdent des ateliers dans plusieurs pays différents. Sous cette lumière, la question de savoir si la mode est de l'art semble vite répondue. Avec autant de main-d'œuvre et de débouchés, la production de vêtements ne ressemble-t-elle pas finalement au système de production de masse de n'importe quel autre marché économique ? Karl Lagerfeld lui-même, grand couturier, styliste allemand, qualifiait d'artistes de second rang les créateurs qui osaient simplement se qualifier d'artistes. Bien évidemment, à ce premier argument, il y a un contrepoint. En effet, si le prêt-à-porter est régi par les règles du stylisme, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un art appliqué, qui a comme enjeu de rendre les objets du quotidien esthétiques, ce n'est pas le cas de la haute couture. De son côté, elle n'a pas de fonction pratique définie. Même si certaines personnes fortunées peuvent se tourner vers la haute couture pour s'habiller, la fonction première de la haute couture est de montrer le savoir-faire d'une maison. Beaucoup de créateurs de mode travaillent d'ailleurs à affirmer la place de la mode au sein de l'art. La marque de haute couture Viktor & Rolf, par exemple, met en scène des robes tableaux pour sa collection automne-hiver 2015. Après avoir laissé défiler les mannequins, les deux créateurs de la marque les déshabillent et étendent les robes sur les murs blancs qui entourent le podium. Les tissus forment alors des tableaux de la Renaissance ou des natures mortes, et les ourlets géométriques en bois doré deviennent le cadre des toiles nouvellement apparues.
Louis Vuitton, de son côté, décide de faire collaborer l'artiste japonais Takashi Murakami sur une de ses collections de 2003. C'est une réussite, les créations ont un succès planétaire et redonnent un vent de modernité aux tenues iconiques de la marque. Murakami présente aujourd'hui encore ses créations vestimentaires de la même manière qu'il présente ses œuvres d'art. Par ailleurs, il est important de noter qu'il existe des musées entiers uniquement dédiés à la mode. C'est par exemple le cas du musée Galliera à Paris, bien sûr. Encore de quoi alimenter la réflexion perso sur le sujet. Pour conclure quand même l'émission, le dernier mot est accordé à Yves Saint-Laurent, qui déclare un jour que la mode est un métier, je cite, qui n'est pas tout à fait un art, mais qui a besoin d'un artiste pour exister. Merci donc à Lucie Devaucel pour l'écriture et Jade Vigier à la réalisation. On se retrouve bien entendu au prochain épisode.